Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Alsace 20 et dans l'actualité de ce vendredi 15 mai. Vers une saison blanche ou noire, c'est selon. Pour les mariages, alors que les annulations se sont enchaînées depuis plusieurs semaines, l'été reste incertain, ce qui ne rassure pas les professionnels du secteur. Ils devaient ouvrir leurs portes en mars ou avril et puis le confinement est passé par là. Pour certains commerçants du rêve au cauchemar, la frontière est fine. Et puis le masque bientôt obligatoire dans certaines rues de Strasbourg. Le maire Roland Ries doit prochainement prendre un arrêté. En attendant, des agents sillonnent les rues pour sensibiliser la population aux bons gestes. Et pour commencer, on fait le point sur les tests en Alsace. 2 types de tests permettent de détecter si l'on a été en contact ou non avec le coronavirus. Il y a les tests sérologiques réalisés avec une prise de sang et les tests virologiques prélevés dans le nez. Ces derniers sont notamment réalisés depuis lundi au Parlement européen à Strasbourg. L'institution fermée à cause de l'épidémie accueille un centre de dépistage. 2000 prélèvements pourront y être réalisés chaque jour sur les cas contacts de la région strasbourgeoise. Plus d'explications, Adrien Laby. J'ai que l'ordonnance sur téléphone. C'est pas un problème. Présenter son ordonnance et répondre à quelques questions avant de pouvoir accéder au Parlement européen. Depuis lundi, l'institution s'est transformée en centre de dépistage du coronavirus. Les patients commencent à affluer et sont d'abord orientés par les sapeurs-pompiers. On va réaliser un premier tri des patients donc en leur posant des questions simples sur les symptômes qu'ils peuvent éventuellement avoir. Est-ce qu'ils ont de la toux, est-ce qu'ils ont de la fièvre? Si la réponse est non à ces 2 questions, on les oriente vers le flux des personnes asymptomatiques. Et si la réponse est oui à une de ces 2 questions, on assure une prise de température et on la sort également de ce flux de patients asymptomatiques pour qu'elle soit traitée à part, bilantée à part. Vous allez descendre tout droit, vous continuez et après vous, ça va être... D'une capacité de 2000 tests par jour, le centre n'accueille que des patients asymptomatiques, disposant d'une ordonnance et ayant préalablement pris rendez-vous auprès d'un laboratoire d'analyse. Ici, ce ne sont que des cas contacts, donc repérés par les brigades de la CPAM. Les patients symptomatiques n'ont pas vocation à être orientés ici par les laboratoires puisque les patients prennent rendez-vous dans leur laboratoire qui les oriente sur le bon plateau technique. Dans la cantine du Parlement, 21 box où se sont installés 4 laboratoires. Y sont réalisés des tests virologiques visant à déterminer si le patient est porteur ou non du coronavirus. Les patients sont contents de pouvoir être pris en charge quand même très rapidement, d'autant plus que souvent donc, leur laboratoire périphérique habituel ne fait pas le test ou leurs capacités sont au maximum et donc de pouvoir être orientés rapidement ici et sur rendez-vous. Les patients, pour l'instant, les retours sont positifs. Le prélèvement s'effectue à l'aide d'un écouvillon, un genre de long coton-tige très fin qu'il faut enfoncer profondément dans la fosse nasale. C'est assez désagréable mais pas douloureux. Tout d'abord, on essaie de le rassurer et on lui explique comment va se dérouler le prélèvement. Donc tout d'abord, il doit bien se moucher et ensuite nous procédons au prélèvement des 2 narines, l'une après l'autre et après on lui explique que tout est bon et il aura ses résultats au bout de 24 à 48 heures. Les patients seront prévenus des résultats par email. Au cas où ils éprouveraient des difficultés à les lire, un biologiste du laboratoire pourra les assister par téléphone. Et pour porter les capacités barinoises à 8000 tests par jour, les biologistes ont dû mettre les bouchées doubles. À Strasbourg, le laboratoire vétérinaire du département a réorienté une partie de son activité vers le dépistage du coronavirus chez les humains. Un reportage d'Adrien Laby. Sécurité maximale au laboratoire d'analyse départemental du Bas-Rhin. Depuis le mois d'avril, cette structure habituellement destinée à la santé animale est autorisée à traiter les tests de dépistage du coronavirus. Dans cette partie du labo, les techniciennes récupèrent les prélèvements des patients pour les préparer en vue d'une analyse PCR. PCR, ça veut dire réaction de polymérisation en chaîne. Donc en fait, on va détecter à un instant T si le patient est porteur ou pas du virus du Covid, à l'aide d'un petit écouvillon qu'on va insérer dans le nez. À partir de là, on va extraire de cet écouvillon le virus. On va en étudier son ARN, donc son cartouche génétique, qu'on va amplifier et on va détecter ensuite s'il était positif ou négatif.
La présence de coronavirus dans un échantillon se matérialise par l'apparition de cette courbe en S. Les résultats sont exploités par l'un des 2 laboratoires partenaires, Bio 67 pour le Bas-Rhin et la Maison du Diaconat pour le Haut-Rhin, tous 2 chargés de la campagne de tests dans les EHPAD. Ils réalisent les prélèvements, soit chez les résidents des EHPAD, soit le personnel. Ils nous amènent les échantillons, les écouvillons. Les analyses sont faites ici, nous leur renvoyons les résultats de façon totalement anonyme et c'est eux qui sont chargés de valider les résultats, de les traduire et de les donner aux médecins, soit coordinateurs des EHPAD, soit aux médecins traitants qui ont prescrit pour le personnel. D'une capacité de 500 tests par jour, le labo départemental traite pour l'instant exclusivement le dépistage des résidents et personnels des EHPAD alsaciens. Une réflexion est en cours pour élargir les analyses aux autres établissements médico-sociaux. Il y a nécessité d'axer fortement notre priorité sur ces tests-là, puisque c'est notre responsabilité, avec l'Agence régionale de santé, le département, de protéger les personnes âgées dans les maisons de retraite. Si pour l'instant la campagne de dépistage porte principalement sur les tests virologiques, il existe d'autres tests dits sérologiques. Cela vise à détecter la présence d'anticorps dans le sang des patients. Ça nous informe sur son statut sérologique. S'il a des anticorps, c'est qu'à un moment donné, il a été en contact avec un virus ou une bactérie. Et c'est qu'il a son système immunitaire a réagi et a fabriqué des anticorps pour se protéger. Ainsi, l'on sait si une personne a contracté à un moment le coronavirus. Au laboratoire départemental, on pourrait pratiquer ce type d'analyse, mais elles ne font pour l'heure l'objet d'aucune campagne spécifique mise en place par les autorités de santé publique. Vous les avez peut-être aperçus ce matin, place d'Austerlitz à Strasbourg. Des équipages de prévention Covid sillonnent désormais les rues. Composés d'agents volontaires et professionnels de santé, leur objectif est d'informer sur les bonnes pratiques à adopter contre le coronavirus, notamment pour le port du masque. Port du masque qui devrait prochainement devenir obligatoire à Strasbourg dans certains lieux et à certaines heures. Plus d'explications avec Roland Ries, le maire. Il est au micro de Cécile Motz. Ils sont là pour expliquer aux passants comment mettre un masque, pourquoi il faut le mettre, et les sensibiliser au fond à l'importance de la chose. Mais je pense que les gens ont beaucoup d'interrogations, c'est normal. Et du coup, avoir un interlocuteur physique et qui connaît les méthodes à utiliser pour lutter contre le Covid, c'est important. On a besoin que les gens soient conscients des réalités et qu'ils sachent comment faire pour s'opposer à cette épidémie. Et c'est donc mains désinfectées, visages masqués et au compte-gouttes que les visiteurs ont pu franchir les portes du centre de marque de Roppenheim ce matin. Après 2 mois de fermeture, Fanny Kunz y était. Garder ses distances, porter un masque, utiliser du gel hydroalcoolique. Des gestes barrières devenus automatiques ces derniers jours et qui ne font pas figure d'exception ici à Roppenheim. Ce matin, les portes du seul centre de marque d'Alsace se sont ouvertes après 2 mois de fermeture et les clients étaient nombreux à l'attendre. C'était important pour moi de reprendre une vie normale, pouvoir venir se faire plaisir. Voilà. Ça nous a manqué. J'avoue que j'ai quand même fait quelques achats sur Internet pendant le confinement et là, de venir prendre l'air, se balader ici, ça fait vraiment du bien. Ce village habitué à accueillir plusieurs milliers de clients au quotidien avait totalement fermé ses portes dès le début du confinement. Aujourd'hui, 80% de ses boutiques rouvrent leurs portes. Il a fallu changer l'ensemble du merchandising, revoir le stock qui datait du mois de mars. Et évidemment, on n'est plus tout à fait avec la même météo qu'au mois de mars. Mettre en place l'ensemble des mesures pour la distanciation physique, pour faciliter les gestes barrières, pour former leur personnel au nouveau protocole. Donc c'est vrai que c'est plutôt ces derniers jours qui ont été la petite difficulté. Aujourd'hui, nos attentes, c'est que nos clients soient finalement satisfaits et qu'ils passent un bon moment chez nous. Ce sera vraiment le principal pour cette première journée. La direction attend près de 3000 personnes pour cette première journée. L'essentiel de la clientèle aurait d'ores et déjà prévu de revenir avant la fin de l'été. Et pour d'autres commerces, la reprise est plus incertaine. Ces 2 mois de confinement ont eu des conséquences économiques importantes, notamment chez ceux qui s'apprêtaient à ouvrir. Si certains ont dû mettre la clé sous la porte avant même de pouvoir accueillir leurs premiers clients, d'autres veulent encore y croire. Exemple à Wissembourg, Fanny Kunz. Du chocolat, du savon de Marseille et des pâtes, voilà le peu de produits qui ornent les étagères de cette épicerie de Wissembourg. L'ouverture du magasin était programmée au mois d'avril, mais le coronavirus est passé par là et les portes sont restées closes. Les semaines passent et toujours pas de numéro d'immatriculation professionnelle. La future commerçante voit les difficultés se multiplier, son rêve aurait pu virer au cauchemar. L'avis de constitution a paru aux annonces légales le 15 mars.
Et depuis, le registre de commerce de Strasbourg est fermé. Donc, plus rien n'a avancé. Complètement bloqué. Je paye le loyer, je paye l'électricité et je n'ai droit, je suis éligible à aucune aide de l'État puisque je n'existe pas. L'entreprise n'existe pas. Ça a été la catastrophe au début parce que bon, j'avais vraiment très peur que j'arriverais pas, que finalement j'aurais pas de livraison pour l'ouverture tout de suite après le déconfinement. Les fournisseurs ont refusé à la base de me livrer, donc j'ai dû négocier. Certains fournisseurs commencent à me livrer maintenant. Et le confinement n'a pas arrangé les choses. En attendant les prochaines livraisons, les bocaux restent vides. Pour autant, la gérante ne perd pas espoir. Je n'ai pas encore grand-chose, mais ça commence à arriver. Beaucoup de fournisseurs étaient compréhensifs. Donc les peu d'économies y passent. Donc on essaye de tenir bon et puis pour quand même arriver à ouvrir très très rapidement. Et elle n'est pas la seule. Plusieurs petits commerçants alsaciens sont dans cette situation et devront encore s'armer de patience. Mais Bernadette Villinger ouvrira les portes de son épicerie dans quelques jours, coûte que coûte. Près de 15 000 Alsaciens se marient chaque année. Mais pandémie oblige, rassembler famille et amis n'est pour l'instant pas possible. La plupart des couples ont donc fait le choix de reporter leur union. Un crève-cœur pour les amoureux, mais de lourdes conséquences pour les professionnels. Mathieu Chanvillard. Ils avaient tout prévu pour le plus beau jour de leur vie, sauf ça. Une pandémie mondiale et un confinement. Corinne et Patrick devaient se marier samedi dernier dans cette salle d'Oberhausbergen. Mais début avril, la prolongation du confinement douche leurs derniers espoirs. Il faut tout annuler. Le plus compliqué a été de vraiment se faire à cette idée. On est aux portes du mariage, tout est prêt et on ne peut pas. On ne peut rien faire. Donc on a quand même eu, moi je crois que j'ai pleuré 2 jours et 2 nuits. À moins d'1 mois de l'événement, le couple était alors fin prêt, jusque dans les moindres détails. Alors ça fait un petit peu mal au cœur quand même, parce que c'est des petits pochons avec les dragées. Et on a la date, donc du 9 mai 2020. Les jeux, les animations, enfin certaines choses, tout était, l'ouverture de bal, enfin tout était programmé, tout était orchestré, tout était organisé. Et moi, dans ma tête, enfin dans notre tête, c'était ici. Et là, je reviens et je me rends compte que enfin, oui, ouais, c'est cette salle, quoi. c'est là que ça devait être. Le couple a choisi de repousser son union à l'année prochaine, un report qui lui a permis de ne pas perdre d'argent dans l'histoire. Pour les professionnels du secteur, en revanche, le coup est dur. Franck Valentin est maître pâtissier à Zellwiller et réalise la moitié de son chiffre d'affaires sur de l'événementiel. Et depuis début mars, il voit ses mariages s'annuler les uns après les autres. On en avait déjà une 30 ou 35 de programmés pour cette année. C'est le téléphone qui appelle et les mariés. Bonjour, c'est pour notre mariage, on est obligé de reporter. Les 3/4 des mariages sont reportés à l'année prochaine. On a quelques mariages où les mariés espèrent pouvoir se marier en fin d'année, donc octobre ou novembre. Mais voilà, on a toute une saison de mariage qui est cramée, quoi. Car un mariage reporté à l'année prochaine, c'est un manque à gagner immédiat. Une situation qui met sa jeune entreprise en difficulté, au point de remettre en cause le recrutement de ses apprentis l'année prochaine. Les mariages, les salons et les différentes actions qu'on fait au cours de l'année, on a calculé à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires perdu cette année. Traiteurs, mais aussi photographes, DJ, fleuristes, les professionnels touchés sont nombreux et d'autant plus fragiles qu'il s'agit souvent de très petites entreprises. Pour certains, les mariages sont même l'unique source de revenus. C'est le cas dans cet endroit étonnant, le château de Tanvillers, un cadre idyllique pour une noce au milieu des bâtiments du XVIIe siècle. La famille Wagner l'a racheté dans les années 80 et finance sa restauration en y organisant des événements. Les mariages représentent à peu près 90% de notre activité. Il y a un mariage par week-end, à peu près d'avril à octobre. Ici aussi, les reports et les annulations se succèdent. Jusqu'à fin juin, il n'y a plus rien au programme. Certains couples veulent encore y croire pour cet été, mais sans aucune certitude. Et malgré les murs du château, le choc va être dur à encaisser. Les futurs mariés et les professionnels ont donc les yeux rivés sur l'évolution de la pandémie et sur l'assouplissement des mesures sanitaires. Et pour faire face aux pertes d'activité, nombreuses sont les entreprises qui souscrivent des assurances, sauf que la pandémie n'est généralement pas prévue dans ces contrats. Et contrairement à ses concurrents, le Crédit Mutuel a promis à ses assurés une prime totale de 200 millions d'euros. Nicolas Terry, président du groupe, s'en explique au micro de Lionel Augier. C'est notre grand format ce soir.
Grand format à présent avec Nicolas Terry, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie Lionel. On est à votre siège aujourd'hui, pas grand monde ici, beaucoup de télétravail. Comment est-ce que vous gérez cette après-crise du Covid? Eh bien, j'allais dire d'abord la performance a été la crise, c'est-à-dire qu'au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous n'avons jamais eu moins de 95% des caisses et agences ouvertes, y compris dans les zones très touchées du côté de Mulhouse. Et j'ai une admiration extraordinaire pour tous les salariés et tous les élus mutualistes qui ont permis ça. Et nos équipes informatiques nous ont fait basculer dans le monde du télétravail, mais dans un monde de sécurité du télétravail. Parce qu'en informatique, on le sait, la stabilité et la sécurité sont essentielles. Et donc aujourd'hui, on a de l'ordre de 30 000 personnes qui travaillent dans des conditions de sécurité et de stabilité parfaites en télétravail. Et au cours de ces semaines compliquées, eh bien, nous avons pu déployer très rapidement le prêt garanti par l'État. Nous avons reporté les échéances de toutes les entreprises et des professionnels. Et nous sommes aujourd'hui disponibles pour continuer de les accompagner et aussi accompagner leurs projets. Voilà. Justement, vous avez fait l'actualité. On rappelle que vous êtes à la tête d'une des plus grandes banques françaises. Vous êtes également assureur. Et il y aura des pans entiers de notre économie qui vont être touchés. Vous avez souhaité accompagner les entreprises qui avaient une perte d'exploitation, qui avaient d'ailleurs souscrit une assurance perte d'exploitation, sauf que la plupart du temps, en cas de pandémie, eh bien, les assureurs ne payent pas. On s'est retrouvé devant une situation, une contradiction entre le fait et le droit. C'est-à-dire qu'en droit, la perte d'exploitation pour pandémie ne s'applique pas. Il y a une exclusion dans nos contrats disant que les micro-organismes sont exclus. Mais en fait, on a bien vu qu'il y avait un besoin et que nos clients nous avaient fait confiance sur ces contrats, avaient souscrit des garanties larges et qu'il fallait être à la hauteur de cette confiance. Et donc, on a inventé cette prime de relance mutualiste qui n'est pas une couverture des pertes d'exploitation, mais qui est bien une aide pour la reprise rapide. Et sa caractéristique principale, c'est d'être versée tout de suite. Et nous avons un peu moins de 30 000 assurés concernés. Et là, nous avons déjà payé plus de 20 000 d'entre eux pour des sommes qui dépassent les 120 millions. Et c'est ça l'essentiel, parce que ça leur permet de reprendre. Normalement, la perte d'exploitation, vous attendez la reprise d'activité. Et si cette reprise d'activité ne se produit pas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous étiez aussi à contre-courant des autres assureurs. Aujourd'hui, il y en a certains qui vous suivent. Au moment où vous avez annoncé cette décision, ça n'a pas fait l'unanimité chez les assureurs. Alors, ça n'a pas fait l'unanimité, mais beaucoup nous ont suivis. C'est-à-dire, et je rends hommage notamment au Crédit Agricole qui, le jour même, a pris une initiative similaire. MMA a fait de même lundi suivant, la Société Générale, BPCE. Donc, il y a eu un vrai mouvement autour de cette idée de dire sortons de la querelle juridique et agissons tout de suite. Votre idée, c'était aussi de sauver de l'emploi, finalement. De permettre aux entreprises de reprendre. Parce qu'évidemment, si vous ne donnez pas à vos clients les moyens de reprendre, même insuffisants, eh bien, vous avez à la fin perdu le client. Qui seront les bénéficiaires, concrètement ? Alors concrètement, 30 000, un peu moins de 30 000 assurés aux assurances du Crédit Mutuel et à CIC Assurance, dans tous les secteurs. Et donc la prime, c'est en moyenne 7 000 €, entre 1 500 et 20 000. Et donc un restaurateur qui a un chiffre d'affaires de 240 000 €, par exemple, touchera 11 500 €. Un coiffeur, ce qui est une activité, j'ai compris ce matin en discutant dans les couloirs, très intense depuis lundi, eh bien pour un chiffre d'affaires de 90 000 €, touchera 7 000 €. Et vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'agir vite. Et nous avons, de la part de nos clients et de la part des secteurs concernés, des retours très positifs. Et je pense que l'assurance est toujours trop chère quand on n'en a pas besoin. Par contre, il ne faut jamais oublier que l'assurance, c'est d'abord une garantie. Et donc, payer une prime significative, c'est aussi la garantie d'être couvert quand il y a un problème. On n'a pas joué les petites lignes, on n'a pas joué la montre. On a agi tout de suite. Vous avez chiffré ça à 120 millions d'euros, c'est ça ? 200 millions. 200 millions d'euros. 200 millions. Comment est-ce que vous financez ces 200 millions d'euros ? C'est une perte sèche aussi pour l'assureur que vous êtes ? Ah, mais c'est une perte, et on l'assume, qui vient imputer les bons résultats que nous avons eus dans le passé. La logique de l'assurance, elle est sur plusieurs années. Et oui, on a fait des réserves dans les années précédentes, et nous mettons ces réserves au bénéfice de nos clients quand les temps sont difficiles. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que le métier de la banque et le métier de l'assurance, ce sont des métiers pluriannuels. Ce sont des métiers où, effectivement, dans les temps favorables, eh bien, les résultats peuvent être élevés. Et dans les temps moins favorables, eh bien, il faut avoir les réserves pour assumer la difficulté.
Voilà, c'est la prime de relance, prime solidaire aussi que vous avez souhaité. Dernier mot, quel a été votre rôle auprès des personnels de santé en Alsace pour les accompagner? Ça a été des dons, ça a été des masques. Qu'est-ce que vous avez joué comme rôle? Alors, on a immédiatement donné les 200 000 masques que nous avions. Pour l'anecdote, les fameuses nappes du Crédit Mutuel, qui en Alsace sont bien connues, ont été parfois recyclées en blouse pour les personnels de santé qui en manquaient. Nous avons évidemment supprimé les franchises pour ces personnels sur le plan de l'assurance qui, quelquefois, et c'est très triste à dire, avaient leur voiture cassée pour voler des masques. Et puis, nous restons solidaires et je voudrais signaler une initiative que nous avons prise avant-hier, qui est d'offrir 150 € à tous les étudiants emprunteurs, pour que eux aussi, souvent en situation de précarité, aient un petit coup de pouce dans cette période. Et vous voyez, le mutualisme, c'est souvent des discours, mais ça doit d'abord être des actes. Et moi, je crois au mutualisme de la preuve, et je suis convaincu que le Crédit Mutuel, c'est vraiment une entreprise de la preuve, et c'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui. Et on termine tout de suite ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Deux belles initiatives alsaciennes pour vous faire oublier que votre resto préféré est toujours fermé. La maison Ferber de Niedermorschwihr s'est déjà associée à des chefs étoilés d'Alsace pendant le confinement. Et pour le week-end des 23 et 24 mai, c'est carrément Marc Eberlin qui sera au fourneau, avec notamment une timbale de cendres et homards. Des livraisons sont même proposées dans les villages environnants. À Strasbourg, Cuisine Aptitude, qui vous apprend d'habitude à cuisiner, dispense ses cours gratuitement via un live Facebook. Mercredi prochain, ce sera magret de canard rôti, ratatouille fine, avec son gratin d'agrumes au piment d'Espelette. Et pour 10 € par personne, vous pouvez commander un panier avec tous les ingrédients nécessaires et réaliser votre plat en simultané. Fin de ce journal et de cette semaine. Merci à vous de nous être fidèles. Tout de suite, la météo avec Célia Mérimèche. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.